En fait, j'ai une histoire. C'est un ami, c'est une histoire qui date de 5 ans avant que je ne voyage. C'est un meilleur ami, mais était bien plus grand que moi, hein. Et il voulait acheter une maison. Son rêve était, il voulait acheter la maison et il n'avait toujours pas le temps. Il dit que construire. En fait, il voyageait. Comme moi, j'ai toujours les amis qui me dépassent toujours en âge, là. Lui, il voyageait, il voyageait beaucoup, il n'avait jamais le temps pour son travail. Et lui, il voulait acheter une maison. Il disait construire, il n'a pas confiance à sa famille parce que s'il donne à sa famille, il n'est pas sûr que quand il va revenir, il aura sa maison. Bon, ça fait qu'un jour, il a acheté une maison. Une belle petite maison, hein, avec 3 chambres, comme 3 chambres barrières, bien petite villa, tranquille. Mais c'était l'erreur de sa vie. Il achète la maison, comme lui sort le matin, il rentre le soir. Si par exemple, il a bu de l'eau, il a laissé le verre sur la table. Quand il rentre le soir, il trouve que le verre est lavé et posé là où il y a les assiettes. S'il a mangé, il a oublié de laver son plat sur l'évier. Quand il va rentrer, il va trouver que le plat est lavé et bien classé. S'il n'a pas dressé son lit quand il sort, il va trouver que son lit est dressé, bien arrangé. Comme si on avait, on faisait le Mais l'eau ménage. relève plutôt bien, non? Non, et il ne comprenait pas. En fait, il ne comprenait pas pourquoi. Tellement quand lui rentrait le soir, non, il était fatigué. Lui, ce qu'il avait à faire, c'est peut-être il vient encore, peut-être s'il trouve que s'il rentre comme ça, il trouve qu'il y a toujours son plat. Pour lui, c'était, il a peut-être se restait encore un truc à manger ou il apportait un truc à manger de dehors, quoi. C'était un célibataire, non. Mais il voulait avoir lui sa petite maison tranquille pour ne pas, pour ne plus louer en fait. Mais chaque fois, s'il a trouvé même le salon est en désordre, on trouvait que tout est arrangé. Il ne comprenait pas, il a commencé à sentir ça. C'est quand son lit a commencé à être dressé qu'il dit, mais comment je suis sortie le matin? Je n'ai pas dressé mon lit. Comment mon lit est bien dressé? Ok, il laisse. 2, 3 fois. Il ne comprenait pas, il réfléchissait déjà. Un jour, il est couché, il entend comment les pleurs d'une femme. Hmm. Les pleurs, les pleurs. C'est là où il se lève. Il voit une femme assise au pied de son lit. Hey, il dit que c'est quoi? Dans le sommeil, il dit, comme il est toujours blagueur là. Hé, papa, c'est encore qui non? La femme continue à pleurer. Il dit, il dit, c'est qui? La femme se lève maintenant. Il dit que la femme était habillée en nuisette, avec la nuisette et puis avec un truc qui couvre sa nuisette en fait. Et c'était tout. Elle avait une culotte de nuit là, tout blanc. La femme lui dit que je ne te veux pas du mal. La femme lui dit ça, hein, que je ne te veux pas du mal, mais il faut que tu sortes de cette maison-ci. Le gars dit que sortir de la maison, que comment non? N'est-ce pas, j'ai acheté ma maison. Il dit que oui. Je sais que tu as acheté la maison, je vais te dire. Je suis morte. Il dit que, hé? La femme dit oui, je ne te veux pas du mal. Moi, je suis morte. J'ai travaillé toute ma vie. Il dit que, quand il me raconte l'histoire, il dit que la femme avait presque dans les 37, 38 ans. Apparemment, c'est une jeune dame qui est décédée. Elle a laissé 3 enfants. Et sa famille a pris, la famille de la femme, ils ont pris les enfants, ils ont envoyé au village et vendre sa maison en fait. Tu vois comment le monde est méchant. Ils ont vendu la maison de la dame et prendre l'argent pour faire n'importe quoi. Et apparemment, il était la troisième personne qu'on vendait cette maison-là. Et chaque Hmm. fois, les gens fuyaient parce qu'elle est demandée de partir. Il dit que moi, je ne te veux aucun mal. Je te donne le temps, va chez mes frères qui t'ont vendu la maison. Dis-leur qu'ils te remettent ton argent parce que tu ne peux pas vivre dans la maison-ci. J'ai décidé que tant que mes enfants souffrent, personne ne viendra vivre dans cette maison. C'est ce que la femme a dit à mon ami là.
Je ne te veux pas de mal. Elle a insisté, hein. Elle a dit que je ne te veux pas de mal, mais il faudrait que tu sortes de cette maison. C'est là où il dit que, il n'a même pas attendu que la femme là continue à lui dire que sort. Il dit que quand elle a dit ça, elle s'est tournée, elle a disparu, elle est partie. Mais il dit qu'il est sorti de la maison, il était encore en Bermuda, il n'a même pas cherché à savoir comment il était habillé. Il est lui sorti, même le portail de la maison là, et quand il a ouvert le portail de la maison, il est lui sorti. C'est là il m'appelle, il me dit que maman, je viens de vivre un truc. Il dit que c'est comment, il a garé devant chez nous. À l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Il a garé devant chez nous, il dit que maman, je suis que devant ta porte, sors. C'est là il commence à me raconter l'histoire. Il me dit qu'il faut que tu m'accompagnes là-bas demain. Il a dormi dans sa voiture, il était avec lui, parce qu'il avait tellement peur. Parce qu'il me racontait l'histoire là. Le lendemain matin, là j'étais avec lui, nous sommes allés ensemble. Dès que les parents de la dame là ont vu le monsieur, il y a un qui a dit que c'est celui qu'elle a apparu, c'est celui qu'elle a apparu. Le monsieur là leur a raconté l'histoire, il a dit que papa, je ne veux pas les problèmes, remettez-moi mon argent. Votre soeur a demandé que vous me remettez. Et apparemment, les gens l'attendaient. Apparemment, c'est après un mois que la femme là commence à réagir. Les gens l'attendaient, je tais son nom, l'attendaient. Et dès qu'il est venu que remettez, ils ont seulement entendu. Il me dit que Nathalie, même pas 5 francs, l'argent là était comme je leur ai remis, dans la même enveloppe que je leur ai donnée. Parce qu'ils s'attendaient, pour eux, se disaient que cette fois-ci, peut-être qu'elle ne va plus déranger les gens. C'est pour dire que nos parents aussi, vous exagérez. Moi, quand je suis allée voir les parents de la famille de la dame là avec lui, j'ai compris qu'on a négligé les enfants de cette dame. Tu vois, une femme qui a souffert, elle a travaillé sa vie, vous savez qu'elle est morte jeune, mais elle a laissé des petits-enfants. Hein? Comment est-ce qu'on peut... on peut faire ça aux enfants, aux orphelins, parce que même les parents, ils n'avaient plus de père. Elle a travaillé toute sa vie pour ses enfants. C'est vrai qu'elle n'a pas duré. Elle est morte entre 37 et 38 ans. Mais elle a travaillé pour ses enfants. Elle a même conçu la maison pour ses enfants. Mais les gens ont pris sa famille a pris sa famille. Hein. Ils ont pris les enfants et ils sont allés mettre les enfants au village. Même l'école, les enfants n'allaient pas à l'école. Nos parents, c'est pour ça que son esprit n'arrive pas à reposer en paix. Ses enfants sont toujours là, dans la souffrance, et les voyous de la famille sont encore de manger son argent. C'est un peu ça le truc. Oui, et elle a dit que tant que ses enfants ne seront pas bien, personne ne va habiter. Même comme ça, oui, mais maintenant je ne sais pas. Parfois je passe là-bas vers Deido, je vois toujours la maison là même. Quand j'étais au Cameroun, je voyais ça, ça fait peur en fait. Ok. Merci beaucoup Nathalie pour l'histoire. Merci beaucoup. C'est vraiment un truc puissant. Hein. Bonsoir. Oui. Désolée pour tout à l'heure parce que j'avais trop d'émotions. Donc, excusez-moi beaucoup, les amis. Non, je n'ai pas d'excuser pour ça, madame. Merci beaucoup. L'histoire que je vais raconter, la deuxième histoire, ça concerne une tante, en fait, qui me l'a racontée cette semaine. Parce que je lui demandais des histoires à raconter aux amis en live. Donc, elle m'a raconté celle-ci qui la concernait, elle, en fait. Quand elle était adolescente, en fait, au village. Et elles étaient, comme d'habitude, elles étaient parties puiser de l'eau, en fait, avec un groupe de femmes, comme elles ont l'habitude de faire. Et elle a senti, en fait, la présence d'une de ses grand-mères qui passait. Mais elle me dit, en fait, je ne l'ai même pas regardée, en fait. Et cette grand-mère l'a interpellée devant tout le monde en lui disant « Hé, toi là-bas, pourquoi tu me regardes ?» Et comme tu le sais, les adolescentes, elles sont toujours un peu malpolies, on va dire, un peu insolentes. On va dire. Donc elle a répondu de façon très insolente. Et elle lui a dit « Mais comment tu sais que je te regarde? Je ne t'ai même pas regardé. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Et comment tu sais d'abord que je t'ai regardé? Qu'est-ce que tu as qui a fait que tu sais, en fait, que moi je te regardais ?» Donc elle était avec l'une de ses grandes sœurs qui l'a frappée, en fait, sur la bouche en lui disant « Mais tais-toi, mais ça va pas, mais tais-toi. »
Et elle lui répond toujours de façon insolente, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne l'ai même pas regardé. Elle me dit que je l'ai regardé. Donc elle lui dit, mais attention, on ne parle pas comme ça aux vieilles. En plus, c'est l'une de nos grand-mères. Donc ce soir-là, elle dit en fait que ce soir-là, elle était tombée malade. En fait, elle est tombée malade. Elle était incapable d'articuler, de parler, de manger, de boire, de parler. Tout d'un seul coup, c'est comme si sa gorge, en fait, on lui avait fermé sa gorge. Et comme si quelque chose la retenait, en fait. Elle a dit, mais il m'était impossible de parler. Je regardais comme ça, je n'arrivais pas à parler. J'avais mal partout. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, ni parlé, ni dit un seul mot pendant près d'une semaine, en fait. Et en même temps qu'elle avait tout ça, elle était incapable de trouver le chemin d'une porte pour pouvoir aller dehors. Ce qu'elle me dit, c'est que c'est comme si d'un seul coup, elle s'était sentie enfermée, en fait, dans la maison et enfermée dans son corps, en fait. Elle ne pouvait pas parler, ni manger, ni rien, mais elle ne savait pas où se trouvait en fait une entrée porte, une entrée de la maison pour pouvoir sortir de chez elle, comme si une force la retenait. Et ça a duré pendant près d'une semaine. Et la grande sœur avec laquelle elle était ce jour-là au puits n'habitait pas en fait avec eux dans la maison. Donc ne la voyant pas pendant une semaine, elle a dit à sa mère, mais qu'est-ce qui se passe, ma petite sœur, ça fait une semaine à peu près que je l'ai pas vue. Donc la maman lui dit, mais ta sœur, depuis ça fait une semaine qu'elle n'est pas bien, qu'elle est malade et qu'elle est dans la maison et elle mange pas rien. Donc la grande sœur s'est souvenue de ce qui s'était passé en fait au puits. Et elle lui a dit, mais tu sais, telle grand-mère, voilà ce qui s'est passé, parce qu'elle a été insolente avec une telle grand-mère. Et moi, je l'ai frappée sur la bouche et je lui ai demandé de se taire parce que tu sais, cette grand-mère, tu sais ce qu'elle est, en fait. Et généralement, ce qu'on raconte, c'est que les vieilles sorcières comme ça, quand on les prend par surprise, ou qu'on débarque chez elles et qu'on les menace de le dire à tout le monde, généralement, elles relâchent un tout petit peu la pression, elles relâchent ce qu'elles ont fait, en fait. Donc, la mère de ma tante, elle est sortie, genre pour aller faire les palabres, pour aller se bagarrer, en fait, avec la vieille. Et elle est partie là-bas, elle a commencé à hurler à tout le monde, voilà, si tu ne lâches pas ma fille, tout le monde saura ce que tu es, ce que tu as fait, il va falloir que tu la laisses parce que c'est une gamine, elle a été insolente, je te demande pardon, mais laisse-la. En fait, il a fallu que sa mère aille là-bas, menacer, et puis en même temps demander pardon. Et généralement, ce qu'on dit, c'est que parfois ça fonctionne, ça marche parce qu'elles n'aiment pas parfois qu'on les mette en fait, on les met devant le fait accompli comme ça en disant tout le monde saura ce que tu es dans le village. Parce que attention, quand on sait, généralement ce qui se passe, c'est que vers 3h, 4h du matin, on vient vous chercher, on vous tabasse jusqu'à la mort en fait. Donc du coup, quand la mère a fait ça et elle est rentrée à la maison, le soir même, ma tante, elle a dit, mais la pression s'est relâchée en fait au niveau de sa gorge. Et elle a commencé à manger un peu, elle a commencé à retrouver le chemin en fait. Pour vous dire que, voilà, les gamines insolentes ou celles qui se moquent ou qui disent des paroles blessantes aux vieilles, généralement il y a des choses qui leur arrivent. Et ça, c'est ce qu'elle m'a raconté en fait. C'était hier soir qu'elle m'a raconté l'histoire. Et tout, elle m'a dit, mais tu vois, ça me concerne. Et cette grand-mère, elle est décédée depuis, mais on m'a dit en fait qu'elle était décédée de façon très, comment dire, elle a souffert en fait avant de mourir. Et les vieilles sorcières, quand elles meurent, souvent, c'est un peu dans la souffrance en fait. Petite histoire que je vais vous raconter, c'est un peu pour sensibiliser certaines personnes. Moi, ma foi, moi je suis chrétienne et tout ce que je peux dire à quelqu'un, c'est de vraiment faire confiance à Dieu. Souvent, on se dit qu'on a les protections des marabouts, les protections des grands charlatans, mais souvent, ces gens-là, ils ne sont pas franchement honnêtes avec nous. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une dame, elle avait des enfants.
Et elle avait un travail rémunérant, un travail qui lui donnait suffisamment l'argent. C'était une famille aisée. Le papa travaillait, ils avaient des grands-enfants qui étaient à l'université. Tout allait bien. Je ne sais pas qui a conseillé la dame ou le mari, bref, le couple. Tu vois, il y a toujours quelqu'un là qui veut te conseiller, genre, quand tu es déjà arrivé à ce niveau, il faut te protéger et tout, et toujours les protections qu'on nous propose là. C'est comme ça que le couple va donc chez le marabout. Le marabout donne 2 cailloux. Il travaille, donne 2 cailloux. Il dit, les 2 cailloux-ci, vous allez lancer dans votre cabinet. Bon, les cabinets d'Afrique, true là. Comme pas WC, genre moderne. Les anciens là. C'est comme ça qu'ils prennent les 2 cailloux. Ils lancent dans le trou du cabinet. Les 2 cailloux, c'était 2 gros serpents. Les 2. Après, ils ont jeté, ils ne savaient rien. Bon, c'est normal, c'est simple. Quand ils dorment, ils ont constaté que la maison était déjà toujours glacée. Les enfants, même à l'école, n'étaient plus. Donc, ça commençait déjà à sucer leur force. Ça suçait l'énergie. L'énergie même des enfants qui étaient à l'université. Ça suçait, tu sens que tout n'allait plus bien. La femme perdait déjà la tête. Donc, quand tu la regardais, tu ne savais plus que c'est elle. 2 fois quand elle restait, c'est parce que je ne suis pas en vidéo. Tu vois comme le serpent fait sortir la langue là. Elle faisait toujours sortir. Mais moi, en vidéo, non? Non, non, je suis dans le noir. Un autre jour, pardon. Elle sortait donc la langue toujours comme ça. Les voisins avaient peur. Elle avait une maison à louer et tous les bailleurs, tous les locataires qui venaient dans la maison mouraient. Donc quand tu peux louer la maison là, pardon, prie. Demande même qu'on vient bénir. Si tu vois que 2 jours, ça ne va pas, déménage. Parce que mon pasteur dit souvent, il y a les délivrances, on ne dit pas sort, on dit déménage. Donc tous les hommes qui partaient dans la maison, le papa mourait. Deuxième famille qui était venue, le papa décédait toujours. Et c'est comme ça qu'ils prenaient toujours les parents un par un. Et la femme et le monsieur, ça n'allait plus, l'énergie, le serpent contrôlait. Ils sont repartis chez le marabout. Le marabout a dit, je ne peux plus rien. C'est votre protection là-bas que j'ai donnée. C'est comme ça alors, un de mes pasteurs avait pris la maison en location. Il avait commencé, tout le monde disait non, tu vas décéder, laisse la maison. Il a dit au nom de Dieu que je sais, rien ne peut m'arriver. Le pasteur était resté dans la maison jusqu'à ce qu'il avait cherché notre maison plus grande, peut-être près de 5 ans comme ça. Rien n'était arrivé au monsieur, mais on avait essayé de prier pour la dame à l'église. On avait essayé de prier. Tu vois, il y a le niveau de pacte que quand tu es déjà arrivé, franchement, c'est très difficile. Quand le serpent a déjà sucé ton énergie, parce qu'au niveau du serpent, c'est vraiment un totem très dangereux. Le monsieur était décédé. Les enfants n'étaient plus franchement posés à l'école, n'étaient plus trop intelligents. Le niveau descendait. On a tout fait, la maman aussi décédée. La maison est restée hantée jusqu'à aujourd'hui. À cause d'une protection de 2 cailloux donnés par un marabout. Donc, c'est franchement... Il faut souvent... Ceux qui partent chez les marabouts là, franchement, faites attention de ce qu'ils vous donnent. Ce qu'ils donnent toujours. Vraiment, c'est seulement Dieu qui nous garde. Donc, la grande sœur se plaignait tout le temps qu'elle n'est pas intelligente. Sa petite sœur est trop intelligente. Elle culpabilisait. On venait les déposer à l'école en voiture, on ramenait en voiture. Famille aisée, ils étaient bien les 2 filles de la famille. Tout allait bien. Mais elle était frustrée que sa petite sœur, elle est déjà en seconde, sa petite sœur, et en 3e, sa petite sœur n'a même pas fait le BPC 2 fois. Elle n'est pas en premier, la petite sœur est en seconde. Donc, elle dit que, mais toi, tu vas faire la même classe avec moi bientôt. Donc, elle se plaignait tellement qu'elle se plaignait aux vendeuses aussi qui étaient à l'école. Et parmi les vendeuses, il y avait une sorcière. Et du coup, la vendeuse avait compris. C'est pour ça qu'on dit, quand tu parles trop des choses, là, quelqu'un va comprendre. C'est là où il va t'arrêter avec. Elle était donc en train de rentrer. Ce jour, elle était en train de rentrer dans sa salle. Elle a vu une pièce de 5 francs qui brillait. Juste, c'est les petites choses. Elle a ramassé la pièce de 5 francs. Elle a mis dans son porte-monnaie. Tu vois un truc qui brille, c'est juste que c'est pas assez étrange, c'est pas qu'elle manquait d'argent. Comme ça qu'elle ramasse la pièce. La nuit, après on commence à lui parler. Tu vas, dans son songe, on lui a parlé dans la nuit, dans le songe. Tu vas, le matin, il faut prendre le fil noir. Tu attaches sur la fenêtre de ta chambre et puis tu attaches aussi, tu peux jeter tu déroules et tu jettes une partie dans le lac, l'eau, parce qu'il n'était pas loin du lac. Elle dit ça, pourquoi?
Il dit que tu veux la sagesse, non? C'est comme ça que tu vas avoir. Pas faire. Faut faire. Elle se lève le matin et ne dit à personne. Elle achète aussi le fil. Elle jette sur la fenêtre. Elle attache sur la fenêtre. Elle fait ce qu'on a dit. Après, la nuit de ce jour, quand elle dort, elle voit la chambre briller. La lumière change. Toutes ces choses qu'elle a, ce n'est plus les mêmes choses qu'elle avait. Le tabouret en or, tout a changé. Et il y a une femme, Mamie Wata, qui est là. La Mamie Wata cause avec elle. Tu veux la sagesse, n'est-ce pas? Ok, on va te donner la sagesse. Tout ce que tu vas vouloir, on va te donner. Maintenant, tu dois faire le pacte avec nous. Tu dois être avec nous. Tu vas assister aux réunions. Elle dit que oui, moi je vais être intelligent. Parce que c'était son but. Après, ils allaient dans les réunions de la sorcellerie. Elle était déjà sorcière. Mais sauf que quand elle allait dans les réunions, quand on mangeait, c'était arrivé où elle était dans la sorcellerie du quartier. Tu vois, les sorciers aussi, c'est comme les quartiers. Après, ils se collaborent et tout. C'est les associations. Un papa lui avait conseillé que quand tu pars, ne mange pas la nourriture qu'on te donne. Pas toujours avec ta palette d'œufs. Quand on mangeait déjà quelqu'un, tu manges tes œufs. C'est comme ça qu'elle partait. Quand elle mangeait toujours ses œufs. Elle mangeait ses œufs. Donc, elle expliquait comment la sorcellerie se passe. Elle expliquait. On lui demande que quand tu viens alors ici, tu laisses ta sorcellerie où? Elle dit que quand elle vient ici, elle laisse ma sorcellerie là-bas. Elle montre une vieille voiture qui était à l'entrée de l'église. Et quand je descends ici, je suis sainte. Il n'y a rien. Mais quand elle ressort, je prends ma sorcellerie, je pars avec. Et l'école même, la fille n'est pas intelligente, toujours bête. Elle tombait même à l'école. C'était déjà arrivé au niveau où, même suivant les cours à l'école, elle ne suivait plus. Un jour, on a passé toute une nuit pour délivrer la fille. Dis seulement Jésus. La fille n'a pas pu dire. On a tout fait de minuit de 23h jusqu'à 6h. La fille n'a pas pu prononcer Jésus. Elle dit que les gens me disent je n'ai pas dit. Je ne peux pas dire le nom là. C'est comme ça qu'on délivrait la fille. Et pendant ce temps, elle expliquait que je vais vous trahir, je vais vous dire. Bon, là, elle était déjà délivrée. Elle nous expliquait ce qu'elle faisait quand elle faisait la sorcellerie. Elle dit quand nous on faisait dans la sorcellerie, quand on arrive et comment ils ont contacté l'église. Sa maman était déjà, tu vois, vraiment les catholiques, excusez-moi, je raconte juste l'histoire. Quand tu vas chez les catholiques, il y a celui qui rédige souvent pour lire les annonces et tout. Donc sa maman était à ce niveau dans l'église, dans les grandes têtes là. Et puis quand ça menaçait sa fille faisait déjà la folie même. On lui a donc expliqué qu'il y a un petit pasteur là-bas. Il y a un pasteur là-bas, il faut aller chez lui et tout, il peut t'aider. Elle dit, moi, de mon niveau, dans la grande archidiocèse, patati patata, je ne peux plus partir chez le pasteur. On va dire que quoi? Elle part maintenant, elle part voir le monsieur. Après tous les efforts, elle a vu que ça n'allait pas avec sa fille. Elle est partie voir le monsieur. Elle dit que je cherche tel pasteur. Le pasteur dit, tu cherches tel pasteur? Elle dit oui. Elle dit que c'est moi. Il dit que non, ce n'est pas toi, je cherche ton patron. Elle dit que non, c'est moi le nom que tu as donné là. C'est comme ça qu'elle dit, c'est toi? Elle dit oui. C'est comme ça qu'ils ont commencé la délivrance. On avait commencé la délivrance de la fille. La fille expliquait que quand je veux quelque chose, il y a les habits qu'elle portait spécifiques. Les habits avec les stars là. Quand on la délivrait, si tu touches l'habit là, c'est un problème. Elle entrait dans ce vêtement pour entrer dans la sorcellerie. Pour faire tout ce qu'elle voulait. Donc, il y avait les vêtements de pouvoir qu'elle avait. Quand elle voulait quelque chose donc, elle était plus au niveau même qu'elle avait l'intelligence. Maintenant, elle était en fiche. Elle avait déjà dit pour l'intelligence, c'était bon. Elle faisait déjà tout ce qu'elle voulait. Elle était déjà au niveau, la sorcellerie était déjà élevée dans la famille, ça n'allait plus, on n'arrivait plus à la contrôler. Et elle nous expliquait que quand elle va à l'église, s'il veut faire dormir tout le monde à l'église là, ils vont faire que le prêtre explique là-bas. Tout le monde qui écoute la parole là, elle lance le sommeil. Elle dit que c'est comme ça, vous voyez souvent, tous dorment à l'église, ils ne comprennent plus. Souvent, ils vont faire pleurer les bébés. Tu vas voir que personne n'écoute la parole. Ils sont là en train de faire pleurer les bébés. Ils étaient déjà dans un niveau de sorcellerie pour maintenant déranger Dieu. Après, on a prié pour la fille. On a prié. Quand il dit prier là, ça n'avait pas pris un jour. On avait prié peut-être au moins 1 an et demi pour délivrer la fille. C'est après que elle a été délivrée. Je vais couper toute l'histoire parce qu'il y a eu trop de séquelles. Elle a été délivrée et elle avait finalement eu le bac.
C'est vrai que sa petite sœur avait le bac aussi avant elle. Elle avait finalement eu le bac. Elle a conseillé beaucoup des enfants. Elle a dit franchement, l'envie, laisse, même si ta petite sœur est générale, toi tu es petite ici, c'est pas grave. Dieu lui a donné la grâce, elle a eu son bac, elle est à l'université. Après, elle a fini ses études et s'est mariée. Mais ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que la rentrée scolaire a commencé. Pour ceux qui partent à l'école là, la concurrence, ma camarade a eu 10. Si tu as tes 5, c'est pas un problème. Demain, tu vas étudier, tu vas avoir 10. À cause de l'intelligence. Et souvent, il y a souvent les gens que quand ils ont un truc, ils ont un problème, ils veulent parler. C'est pas tout ce qu'on explique. Il y a certains trucs que tu gardes. Parce que ce que tu expliques là, l'autre pour comprendre ça, c'est là où il part te mettre, il part même envoyer quelqu'un derrière. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la sorcellerie parce qu'elle voulait l'intelligence. Et elle est sortie peut-être par chance vivante. Mais d'autres n'auront pas eu cette chance de sortie vivante. Elle, au moins, elle a eu cette chance-là, mais elle a beaucoup perdu. Elle avait beaucoup perdu. Beaucoup perdu parce qu'elle commençait déjà la folie. Ses parents ont beaucoup dépensé. Sa famille était négativement reconnue. Tu sais, tout ce que la sorcellerie peut amener dans un quartier. Et aussi le fait qu'elle a eu beaucoup de chance qu'elle l'avait eu. Peut-être on dit souvent dans la sorcellerie, il y a les bonnes personnes. Quelqu'un qui conseillait qu'elle vienne avec les œufs au lieu de venir manger les gens parce qu'elle était arrivée au niveau où elle mangeait la cotisation de la sorcellerie, tu manges. Et quand on demandait la tête de sa petite sœur. C'est là où elle avait refusé que je ne donne pas ma petite sœur là. On dit, mais c'est elle qui est intelligente, tu ne veux pas donner. Elle dit, je ne peux pas donner ma petite sœur, c'est ma seule petite sœur. C'est là où elle commençait déjà aussi à dénoncer ces gens pour être délivrée. Elle a eu trop à faire. On a même demandé son père, ses parents. Il y a eu trop de séquelles, il y a eu trop de louches dans ça. Mais comme pour dire à la fin, franchement, n'envions pas vraiment. Oh, merci beaucoup Nelly pour ton... Donc c'était un oncle, il était venu à Bête. Tu vois quand quelqu'un de un oncle à toi s'est installé dans une ville, lui est aussi venu trouver un business et tout. Alors on a trouvé un business pour lui, chauffeur groumier, donc il devait d'abord commencer à être motorboy, après apprendre à conduire, avoir aussi son propre camion. Donc, il y avait eu une histoire de carburant. Tu vois, ces chauffeurs-là, les motorboys, de fois, ils truquent un peu le carburant pour vendre derrière, question d'avoir un peu d'argent. Donc, il y a eu donc un vol de carburant et mon oncle connaissait qui avait volé. Et c'était son chef, dont c'était un musulman. Alors, il ne voulait pas fermer. Souvent, on dit ferme ta bouche, même si tu connais. On demandait, le grand patron demandait, on menaçait dans le travail, genre celui qui ne veut pas dire, on va faire comme ça, on menaçait pour licencier et tout et tout. Après, il a dit que l'affaire du carburant, là, c'est elle qui a pris. Après, la personne lui a dit, je t'ai dit de ne pas, parce que la personne lui avait dit de ne pas dire, même garde ça comme tu connais, là, reste tranquille avec. Après, il a donc dénoncé, c'était un musulman. Il a dénoncé. Quelque temps après, il voulait bailler. Donc, comme tu bailles là, il a baillé. Oh, après, du coup, la bouche est calée ouverte. Yeah. Il a fait la bouche, il fait tout pour se fermer, rien. On est parti à l'hôpital pour fermer la bouche, rien. On est allé dans le traditionnel pour fermer la bouche, rien. On a cherché, on a dit, est-ce qu'il avait accusé quelqu'un? Il a dit, lui, c'était son patron et tout et tout et tout. On a dit que c'est lui qui avait fait ça. Et tu vois, je sais pas, les musulmans qui sont au niveau de l'Est là, je sais pas si leur sorcellerie est un peu élevée, je sais pas. On a tout fait, on a dit mon frère, l'autre si on ne peut plus. Donc on lui avait seulement dit de rentrer à l'ouest. Tu ne peux pas vivre avec la bouche ouverte, c'est pas facile. Toi-même, essaye seulement même 30 minutes, même 10 minutes, ça ne peut pas. Donc il ne mangeait pas. Donc il buvait seulement, on versait, il ouvrait la gorge, on versait la bouillie, ça descendait, il ne pouvait pas fermer. Donc finalement, il était décédé. Tout ça parce qu'il avait vu, il n'a pas fermé la bouche. Le musulman lui avait dit que tu vas voir. Et oui, le musulman avait d'abord dit tu vas voir. C'est après qu'il a baillé et la bouche est calée ouverte. Finalement, il est décédé. C'est cette histoire, mais souvent voir les choses des gens, et même si tu connais, ne parle pas. Ferme ta bouche. C'est tout pour mon histoire. Merci beaucoup, Nelly, pour ton histoire. En fait, je vais vous raconter une série d'histoires me concernant. Yeah. Oui, c'est une série, mais on va aller tout doucement. Voilà. Je suis née un peu différente de toute personne. Voilà, on est tous différents, sincèrement. Mais moi, personnellement, vous allez me découvrir au fur et à mesure.
D'accord. Donc, mon histoire, c'est un peu ça. Bon, je vais vous raconter d'abord un petit truc. J'ai connu une amie par le biais d'une autre amie. Donc, qui s'est collée à moi. Elle venait tout le temps à mon commerce. Elle était là. Elle venait voir comment j'allais. En tout cas, chaque fois qu'elle passait, chaque 2 jours, je la voyais. C'est un coucou, c'est un bonjour. J'ai dit, mais attends, tu passais par là? Elle dit, oui, je passais par là, c'est juste un bonjour. J'ai dit, ok, pas de souci. Et c'est comme ça, elle a amené son mari à moi. Et son mari passait, me dit bonjour. Et ça allait tout à l'heure, souvent, comme on dit, pendant les after-work, c'est-à-dire le soir en descendant du travail, on se retrouvait. Et on prenait un pot, ne serait-ce qu'une, 2 bières avant de rentrer. Donc, un jour, on s'est retrouvés et son mari, il était très désagréable, j'ai pas compris. Il était vraiment désagréable. Et c'était la première fois que je le voyais comme ça. La seconde fois, on s'est retrouvés chez elle à la maison et j'ai vu que son mari était très désagréable. Je l'ai salué, il a à peine répondu, quoi. Il m'a même pas regardé, il m'a ignoré. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ton mari a dit? Elle me dit, mais laisse tomber, t'inquiète, t'occupe pas de lui. Ça va lui passer. J'ai dit, ben, ok, si tu le dis. 1 semaine, 2 semaines, à vrai dire, les premiers jours, quand j'ai connu son mari, ça allait. Mais après, il était désagréable. Mais je me suis dit, bon, ça, c'est pas mes oignons, on essaie de gérer comme on peut. Et quelques temps après, en 2017, j'ai perdu mon grand-père. Donc, je suis partie aux funérailles au nord de la Côte d'Ivoire. Et depuis les funérailles, on m'appelle, on me dit, elle m'appelle, pardon, elle et son mari m'appellent, ils me disent, tu nous manques, on t'attend, on boit les bières, on mange du poulet sans toi, en tout cas, on t'attend. Je dis, ben, ça me fait plaisir de vous entendre, mais là, je suis aux funérailles, quand je reviens, on va se voir. Et vraiment, l'invitation était insistante, c'est-à-dire matin et soir. Je dis, je suis aux funérailles, je vais faire 4 jours aux funérailles, donc quand je viens, on va se voir. Pour mettre encore la pression, ils ont commencé à m'envoyer des photos, des vidéos. Ah, tu manques, voilà ce que tu manques, tu vois un peu. Je dis, c'est pas grave, quand je reviens, on se verra. Donc on est resté dans ce système-là. Et quand je reviens, je les appelle. Je leur dis, je suis revenue. Ils me disent, ah, ben, tant mieux, Dieu merci, bonne arrivée et tout. Je dis, ben, merci. Et ils me disent, on se retrouve dans tel endroit. Je leur dis, ben, désolé, je suis revenue, ma voiture en panne. J'ai un petit souci avec ma voiture, la voiture au garage. Je ne pourrais pas, on va remettre ça. Je prends un exemple, on était à lundi. Et je leur dis, on va remettre ça peut-être à mercredi. Voilà, le temps de voir clair dans les pannes de la voiture. Ils me disent, non, mais on va se voir mardi. On va venir te chercher. Je dis, non, ça sera compliqué parce qu'il faut que je vois bien clair dans les pannes de la voiture. Les mécaniciens ne sont pas corrects. Ils ont commencé à insister. C'était tellement insistant. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, venez me chercher dans tel endroit. Et la dame me dit, bon, je ne serai pas là, mais mon mari vient te chercher. Je lui ai dit, mais pourquoi? Moi, je suis amie avec toi, je ne suis pas amie avec ton mari. Elle me dit, oui, ma soeur, tu sais, il n'y a pas de souci et tout. Mais ce qu'on va faire, je serai là, c'est-à-dire, mon mari vient te chercher, mais le lieu où on va prendre un pot, je serai là. J'ai dit, ben ok, il n'y a pas de souci, ça me va. Donc, son mari vient me chercher et moi, je monte à l'avant de la voiture. Et on part chercher ma copine, elle monte à l'arrière. Et moi, automatiquement, un instant, je dis, mais non, tu montes devant, moi je monte à l'arrière. Elle me dit, non, t'inquiète. J'ai dit, non, passe devant, je suis descendue. J'ai dit, mais passe devant. Elle me dit, non, t'inquiète, reste devant. Et j'ai senti ses yeux, en tout cas, j'ai senti la rougeur de ses yeux. Elle avait les yeux tout rouges, comme quelqu'un qui venait de pleurer. Donc, je me suis retenue, je lui ai dit, mais je prends un exemple, un pseudonyme. J'ai dit, mais Ève, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, rien, ma chérie, je n'ai rien. J'ai dit, tu es sûre? Elle dit, oui, j'ai rien. J'ai dit, ok. Mais tu as les yeux tout rouges. Elle me dit, non, j'ai rien.
Je dis, bon, ok, si tu le dis, je te crois. On part, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ils ont des endroits, les gens qui aiment bien s'évader, ils ont des endroits en bordure de lagune ou de mer, bien cachés, vraiment reculés. Si tu n'es pas véhiculé, tu ne peux pas partir là-bas. Donc, ils m'envoient dans ces genres d'endroits avec un restaurant et puis un hôtel bien camouflé, là. On arrive, la fille et son mari, on était trois, on était très contents de se retrouver tout. On va en bordure de lagune, on commande à manger. Et son mari qui est musulman, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et le plus souvent, bon, pas tous, mais au moins 80% sont musulmans. Donc le monsieur, sa femme est du centre de la Côte d'Ivoire et sa femme consomme l'alcool comme moi. Donc on commande un vin et on nous envoie 3 vins. Moi je dis à sa femme, mais non, on a commandé qu'un seul vin. Et pourquoi sur notre table il y a 3 vins? Elle me dit, oh laisse tomber ma chérie, on est venu pour s'amuser, tellement longtemps on ne s'est pas vu et tout. J'ai dit, mais ton mari ne consomme même pas avec nous. On va faire quoi avec 3 vins? Nous sommes que 2. Elle me dit, ben laisse tomber, on s'amuse. J'ai dit, ben, ok, pas de souci. On a pris un vin, on a commencé à consommer un vin. Et à un moment donné, 45 minutes, 1 heure de temps, j'ai envie d'aller me soulager, comme on le dit. Et je pars vers les toilettes. Et son mari me dit, non, les toilettes sont infectées, c'est infeste, voilà, il y a plein de trucs, microbes et tout. J'ai réservé une chambre où il y a des toilettes propres. Et allez, je dis, mais comment tu as réservé une chambre, pourquoi? Il me dit, non, pour que vous puissiez vous mettre à l'aise, ma femme et toi. J'ai dit, ok. Donc il me dit, mais comme c'est moi qui connais la chambre, tu me suis et je vais te la montrer. Donc j'ai fait signe à ma copine, je lui dis, mais ton mari, elle dit, non, t'inquiète. Suis-le, il va te montrer la chambre. Je dis, ok. Donc, je le suis. Arrivé à la chambre, moi, je rentre. Ma première réaction, je cherche les toilettes. Évidemment, j'entre me soulager. Mais quand je ressors, je vois le monsieur planté devant les toilettes. Et je ne sais pas, il me bat à la route. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Et je vais partir, il me fonce dessus. Je tourne à gauche, il me fonce dessus. Il m'a attrapé par la ceinture. Et il a commencé à me violenter. Je ne comprends pas. Comme on dit, un instinct de suivi, je me dégage et puis je fuis, je sors, quoi. J'ai vraiment échappé belle, quoi. Je suis sortie. Et le temps qu'il va sortir, fermer la chambre, parce que c'est lui qui avait la clé, moi, je suis déjà arrivée au lieu de réception. Ma copine est assise. Je dis à ma copine simplement, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ton mari? J'étais dépassée par les événements. Je ne savais pas comment lui expliquer, mais j'étais choquée. Mais je suis quelqu'un de très, très direct, donc je n'aime pas cacher mes choses à mes amis. Celles qui me connaissent, elles savent que je n'aime pas cacher mes choses. Donc je lui dis, mais je ne comprends pas ton époux, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle a commencé à me rassurer, elle dit, tu sais ma chérie, ça fait 15 ans que je suis dans ce couple, c'est un enfoiré ce mec. Je m'en fous de ce qu'il fait, je n'aime pas son attitude, il drague tout ce qu'il voit. Donc, t'inquiète, moi, je vais divorcer. Donc, tout ce qu'il va faire, tu fermes les yeux et tu t'en fous. Je dis, ah bon, c'est arrivé à ce stade-là? Et un petit résumé d'1 minute, elle me dit, oui, c'est ça. Je m'en fous. Je veux divorcer. Mais là, on est venu s'amuser. Donc, tape l'œil. J'ai dit, je tape l'œil? Elle dit, oui. Je dis, ok. Donc, je m'assois. On a fini un vin. Ils ont ouvert le 2e vin. On a commencé à manger. On a apporté les repas. Les serveurs ont apporté les repas. On a commencé à manger, boire. Arrivé au 2e vin, j'ai voulu me soulager encore. Et la même scène s'est répétée. Et là, ça m'a intriguée. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je ne peux plus boire parce que là, je me sentais plus en sécurité. Donc, je fais signe à sa femme. Je lui dis, mais tu sais que la même scène s'est répétée. Ton homme a failli on n'est pas dit, me tomber là-dessus aux toilettes. On n'est pas dit dans la chambre. Elle me dit, ben, laisse tomber, je t'ai déjà dit. J'ai trouvé ça un peu léger, quoi. Ça m'a paru un peu bizarre. Donc, j'ai dit, bon, attends. Ok, donc je ne pouvais plus boire. J'ai commencé à faire attention. J'ai dit, mais fais attention, c'est ta camarade, mais comme on dit, on ne finit pas de connaître l'homme. Et son mari a commencé à constater que je ne buvais plus. Il me dit, mais Thérèse, tu ne bois plus. Bon, je ne voulais pas dire mon nom, désolée.
Il me dit, tu bois plus, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je bois. Et il me dit, non, mais ton verre est encore plein. Je dis, mais si, je bois. Et j'ai senti qu'il voulait que je boive davantage. Donc, ça m'a intriguée, donc je ne buvais plus. On était là, on papotait et tout. Et sa femme a dit qu'elle va se soulager. Il a accompagné sa femme dans les mêmes toilettes de la chambre d'hôtel qu'il avait louée, qui était dans le même complexe où on prenait le repas. Et quand ils sont revenus, le truc était bizarre. Ils ont compris que je me méfiais. Donc la femme, elle a fait semblant de piquer une crise. Elle dit, elle ne se sent pas bien, elle a du mal à respirer, elle ne comprend pas. Et moi, je ne comprenais pas. Moi, je suis curieuse dans mes sentiments. Donc, je commençais à lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, ça ne va pas. Et puis son mari dit, je ne sais pas, vous n'avez pas bu autant d'alcool, il ne comprend pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais l'allonger un peu en chambre pour qu'elle se repose, on ne sait jamais. Je dis, ok. Donc, ils sont partis en chambre. Donc, moi, je suis là, je tourne sur moi, je mange un peu, je bois un peu de pain. Et son mari ressort, on va dire 20 minutes plus tard, me fait signe, me dit, ma chérie, tu peux venir? Je dis, oui. Je viens, et il me dit, ta soeur t'appelle. Je dis, comment ça? Elle s'est retrouvée? Il dit, oui, elle est en chambre, elle t'appelle. Je dis, ben ok. Quand on veut rentrer, le serveur nous dit, le réceptionniste nous dit, monsieur, on ne rentre pas à 3 dans les chambres ici. Et moi, je lui dis, mais tu vois, il n'y a pas de souci, tu restes avec ta chérie. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas de véhicule, mais je vais me débrouiller pour rentrer chez moi et occuper d'elle, tout ça. Il me dit, non, je préfère rester dehors que toi, tu rentres parce que c'est ta soeur et tout. J'ai dit, ok. Donc, je rentre derrière et puis je vois la fille, elle est nue, elle est couchée sur le ventre. Et je la tapote un peu. Je lui dis, mais ma chérie, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Je l'ai giflé un peu, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, elle me soulève la tête, elle me regarde un peu groggy, là, et puis elle se repose. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et 2 minutes plus tard, le monsieur rentre. Il veut me violenter. Il a commencé à m'attraper par la ceinture, me jeter au mur, me cogner contre le mur. C'était une bagarre qui finissait pas. Je ne comprenais pas. Je me suis défendue. J'ai eu la chance que quand il est rentré, il n'a pas fermé la chambre. Donc, j'ai eu à me débattre. Je suis ressortie. Vraiment un truc, quoi. Et je suis sortie et je me suis arrêtée. J'attendais un véhicule pour rentrer chez moi. Et puis, je les vois ressortir, monsieur, dame, comme si de rien n'était. Et la dame me dit, ah, ma chérie, désolée, j'ai pris une crise, ça n'allait pas, je ne me sentais pas bien. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, il n'y a rien, t'inquiète, ça va mieux. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais moi, j'attendais une voiture, je vais partir. Elle me dit, non, on rentre. Et nous sommes rentrés. La semaine qui a suivi, j'ai une amie qui est voyante. Quand j'ai dit voyante, elle a des visions. Voilà. Donc, je passais avec une tante et puis elle m'a vu à un carrefour. Elle me dit, ah, comment tu vas, ma chérie? Je dis, oui, je vais bien. Et toi? Elle me dit. Elle était la bouche ouverte. Elle me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Elle me dit, tu as du temps pour moi? Je dis, oui. On peut s'arrêter 5 minutes. Elle dit, oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? J'ai dit, comme quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, mais tu as une amie? J'ai dit, oui, j'ai une amie. On s'est prise la tête et tout. Je comprends pas. C'est des conneries, quoi. T'inquiète. Elle me dit, mais explique-moi. Donc, je rentre dans les détails. Elle me dit, elle m'écoute, hein. On s'est assis. J'ai dit, en bordure de route. On est assis comme ça. Elle me dit, mais ma chérie, est-ce que tu sais que tu as échappé à un enlèvement? Je dis, mais comment ça? Je lui donnais un prénom, n'importe quoi, je l'appelle Ami. Je dis, Ami, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, ce que Dieu me montre, tu as échappé à un enlèvement. En fait, on voulait te tuer. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, mais quand tu es monté avec tes amis, dans la voiture, est-ce que tu n'as pas remarqué un sac noir? Je dis, ben oui, j'ai remarqué le sac noir. Mais ça ne veut rien dire. Elle me dit, si tu l'as remarqué, je te dis que ce qui était dans le sac, c'était grave. Il y avait des couteaux, des machettes dans ce sac. Je dis, mais je tombais des nues. Je dis, mais je ne comprends pas, ma chérie, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, ben tiens-toi bien, assieds-toi, parce que ce que je vais te dire, c'est grave. Je dis, ben je t'écoute. Elle me dit, en fait, ce que je vois,
c'est que le monsieur, au début, vous vous entendiez. J'ai dit oui. Après, il t'a banalisé, c'était pas trop ça. J'ai dit oui. Et tout d'un coup, il a commencé à t'inviter, tu étais aux funérailles de ton grand-père. Il t'a appelé, lui et sa femme. Et puis j'ai dit oui, ça a été vraiment violent. J'ai pas compris, l'invitation était un peu trop flagrant et tout. Elle m'a dit oui, c'est ça. Il a 3 marabouts différents, ce monsieur. Le mari de ta copine. Et ces 3 marabouts différents lui ont dit, tu as une amie à ta femme qui est tellement chanceuse. Si tu réussis à la tuer, à prendre ses organes, les yeux, le sexe et les seins, si je ne me trompe pas, tu seras riche, tes enfants vont mourir riches, tes petits-enfants vont mourir riches et tes arrière-petits-enfants vont mourir riches. Donc, quand il a appris ça, et moi, j'avais une petite... J'ai changé la couleur de ma voiture. Il y avait une petite voiture noire. Et il a dit... Le féticheur lui a dit, l'amie à ta copine a une petite voiture noire. Donc, si tu la vois, tu sauras. Donc, c'est à partir de là, il a changé son attitude avec moi. Il a commencé à être gentil. Donc, dans le plan, le jour où ma copine, pour ne pas de son mari, est venue me chercher. Et après, on allait chercher ma copine. Quand j'ai vu ses yeux rougir, en fait, elle pleurait. Elle n'a jamais fait ça. Donc, elle avait mal. Elle s'est dit, j'ai jamais fait ça. C'est une amie qui est bien avec moi et tout. On va aller la tuer, prendre ses organes et tout. Mais j'ai senti ses yeux rougir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as aux yeux? Elle m'a dit, non, mais rien, ça va. Mais ça, avec le recul de ma copine voyante, et j'ai dit, ben dis donc, j'avais vu. Elle m'a dit, oui, que ta copine n'a pas voulu, elle n'a pas accepté, mais son mari voulait, parce que c'est son mari qui est plus attaché au marabout. Donc, quand elle m'a dit ça, j'étais sous le choc. J'ai dit, bon, moi, je vais vous dire, moi, je suis beaucoup spirituelle, mais je ne crois pas beaucoup au marabout. Je crois en la spiritualité, en ma spiritualité, en ce que Dieu me montre. Donc, j'étais là, j'ai dit, ben, il faut que Dieu me le montre parce que là, je ne comprends pas. Donc, en 2-3 jours, je vois le monsieur rentrer encore en contact avec moi. Oui, ma chérie, vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Tu sais, on va se rattraper, on se donne rendez-vous d'un autre endroit. Et similaire, ça dit l'endroit mais encore plus reculé que le premier endroit. Et ma copine qui a les visions, elle m'appelle, elle me dit, tu as eu le contact de cette personne? J'ai dit oui. Elle me dit, n'y va pas. Je lui ai dit, tu sais, j'ai prié, j'ai porté sans prière, t'inquiète. J'ai porté sans prière. Si j'ai eu une deuxième révélation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, n'y va pas. C'est un autre piège. Leur idée, c'était de t'attirer loin dans une chambre, t'assassiner, prendre tes organes, ton sexe, tes seins, tes yeux, te sacrifier et pour être riche et puis te faire croire aux gens que tu es parti avec un brouteur qui t'a assassiné, qui t'a livré. C'était ça l'idée. Quand elle m'a dit, j'ai dit ok. La même nuit, quand elle m'a dit ça, j'ai rêvé. Effectivement, Dieu m'a montré que le truc n'était pas bon. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est une de mes premières histoires. C'est un peu long, mais désolé. Mais je vais au fur et à mesure vous raconter plusieurs histoires parce que je tiens à vous dire que j'ai reçu un don spirituel de Dieu. Donc, je vis des choses que moi-même, je suis étonnée. C'est-à-dire, je suis spectacle. Comment on dit ça? Moi-même, j'essaie de comprendre ce que je vis. Voilà. J'essaie de comprendre souvent ce que je vis parce que je vis des choses et c'est avec le recul que je comprends. Je peux vivre un truc aujourd'hui et je vais comprendre ça 3 mois plus tard. Voilà. Et j'ai un cahier plein comme ça. Et je vous promets, je ne veux pas qu'on révèle mon nom, mais je veux que vous reteniez ce nom. Mon nom, dans la signification de mon nom, veut dire prospérité. Prospérité. Donc, si j'appelle que je dis prospérité, voilà. Vous pouvez retenir ça. C'était ça ma petite histoire d'aujourd'hui. Désolée si j'ai été longue, mais la prochaine fois, ça sera pas. Merci beaucoup, prospérité, pour ton histoire. Oui, merci. Et portez-vous bien. Au revoir. Moi, toi aussi.
Bye.